À partir de quel moment les allusions autobiographiques deviennent-elles insensibles? De simples mots. Au moment de les écrire, de les chanter, de les répéter, de les entendre par d'autres, objectiver, dit-on, sublimer, des mots, face à la vie, la nudité des choses. Toute une vie, elle aura chanté. Toute une vie, souvenirs ravivés les soirs de tournée, à Toronto, à Newport, à Paris, à Heilbronn, en hiver, en été, en t-shirt ou en veste, en pantalon ou jupe longue, en noir et blanc ou en couleur, se souvenir au moment de chanter. Quand on chante, on est condamné au souvenir perpétuel. Et la chanson s'écoute à différentes périodes de la vie. Et la chanson se chante au cours du temps. Les coups au cœur. Le cœur est un organe solide finalement, qui résiste au passé, jusqu'au moment où il cède, submergé, cerné. Les lieux suscitent des images qui éveillent des scènes, qui rappellent des paroles, des échanges de mots, l'éclat des couteaux. On continue de vivre comme si rien n'existait, comme si certaines paroles n'avaient pas été prononcées, comme si on n'éprouvait rien. Et les autres silhouettes dont les contours s'évanouissent à mesure du temps. Le temps, ses graines, les années. Comment peut-elle chanter ces paroles? Strictly speaking for me, we both could have died then and there. Pour ne parler que de moi, on aurait pu mourir à cet instant. Comment peut-elle chanter 10 ans après, 20 ans, 30 ans après? Le pense-t-elle encore? Le pensera-t-elle toujours? Et voici Toronto, 18 septembre 2009. Un fond bleu, quelques éclairages roses, YouTube, vidéo. John Bess, cheveux courts, une écharpe rouge enroulée autour du cou qui prend toute la place. Cette écharpe rouge qui semble immense et devoir s'enrouler toujours. Applaudissements, encouragements, saluent l'introduction musicale. Un sourire qui disparaît bientôt. L'expression est grave, semblerait presque indiquer un effort, une préoccupation. Il est vrai que l'atmosphère est bruyante. Chaque note semble arrachée à la difficulté de chanter, de vivre, répéter pendant des décennies chaque mot, chaque note, chaque accord de guitare, sans compter les gestes qui sont parfois les mêmes. Le bras levé, ils aident peut-être à éloigner, à en faire une chanson, c'est-à-dire un objet détaché de soi. Elle se concentre sur sa guitare, ne sourit pas à Toronto. Une vague esquisse au début quand les applaudissements retentissent dans l'introduction en signe de reconnaissance. 40 years ago, la durée la fait presque sourire, les encouragements la font presque rire, une éclaircie mais tout de suite un soulèvement de sourcils qui pourrait passer pour une tentative de faire refluer l'émotion, mais qui peut être la concentration sur la mélodie qu'elle joue. C'est après que passe une ambulance, statique, presque hiératique. Quel contraste, et surtout dans le rythme, avec la première apparition repérable, cette vidéo de 1975 ou 1976, selon les avis, où la voix est moins grave, moins sombre, où des expressions ponctuent presque chaque phrase, où les allusions sont chaque fois soulignées. Dans le film de Scorsese, No Direction Home, 2005, 40 Years Ago, elle raconte la même admiration pour les chansons de Dylan, la même fascination, l'espoir d'une fusion, d'une action politique ensemble, de concerts éternels ensemble. Elle le voulait à son image, tout en le sachant unique. Elle dit « Je l'avais invité à monter sur scène avec moi et je croyais qu'il en ferait autant. » Il ne l'a jamais fait ? Non, dit-elle, jamais. Il voulait la scène pour lui seul. Elle s'amusait à se faire passer pour lui, chapeau, déguisement, voix. Plus tard, sur ses albums, bien plus tard, dans ses concerts, il y a toujours un moment où elle imite Dylan. Comment se détache-t-on de ce qu'on a aimé? Se détache-t-on? Le souvenir ne prévient pas. Surtout mis en présence de l'autre, présence publique. Si on reprend ses chansons en imitant sa voix, la personne privée, le personnage public, où se trouve la frontière? Le 18 septembre 2009, Toronto, c'était un vendredi, un concert en plein air le soir,
et cette écharpe enroulée autour du cou, large, qui la ceint de rouge. Derrière, un mur de lumière rose et bleu. Voilà l'histoire. Ce concert était donné dans le cadre d'un festival de cinéma international, où un documentaire sur Joan Baez avait été projeté juste avant. How Sweet the Sound, un son si doux. Dans ce documentaire, pour la première fois, Bob Dylan parle d'elle avec tendresse, s'excuse d'avoir rompu. C'était une époque de folie, dit-il. Je l'ai empêché de monter sur scène avec moi, dit-il, ce printemps 65, pour ne pas l'entraîner dans le tourbillon dément de ma carrière. Elle lui avait fait partager la scène alors qu'elle était connue et lui, débutant, c'est ce qu'elle raconte dans Diamonds and Rust, l'intronisant auprès de son public. Il dit qu'il regrette, il s'excuse, il fait son éloge, l'éloge de son action politique aussi. « My poetry was lousy, you said » Tu disais que ma poésie ne valait rien. Après la projection, Joan Baez donne un mini-concert. En veste et pantalon gris, écharpe rouge, elle chante Diamonds and Rust. Après avoir vu le film, et Dylan, qui parle d'elle, qui s'excuse.